Est-ce que MaMotion a amélioré la navigation RTK depuis mon test du Luba 2 l'année dernière? Je vous mets le test ici dans le coin. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, entre autres, dans cette vidéo. C'est la saison des robots tondeuses, d'autres tests sont à venir, donc c'est vraiment le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche et d'activer toutes les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je passe plusieurs jours à réaliser le test d'un robot tondeuse, donc ce serait sympa de liker la vidéo. Aujourd'hui, c'est le test du Luba Mini AWD. Il existe en deux versions, 800 et 1500 m². Je vous mets tout de suite à l'écran les principales différences entre ces deux versions et je vous mets les prix des deux versions en description. Voici le carton du robot. Dedans, on a un guide de démarrage rapide multilangue. On vous explique vraiment la mise en place du robot, les différents modes de fonctionnement avec les boutons, toutes les caractéristiques du robot. Et puis de ce côté-là, on a également toute l'installation de l'antenne RTK et l'installation de la base. On a aussi une notice et puis une boîte avec des accessoires. On a quelques piquets et des clips pour le câble de l'antenne RTK. On a un tournevis réversible cruciforme et Torx, une clé de sécurité de rechange, une clé pour aller visser les piquets de terre pour fixer la base dans le sol. Les piquets de terre sont déjà sur la base, je les ai déjà installés. Et puis ici, on a des vis métalliques pour fixer, si besoin, l'antenne RTK sur un mur. Et on a également un lot de 6 lames de coupe de rechange avec des vis. Quand on sort le robot du carton, il faut juste positionner le module caméra ici à l'aide des 4 vis, 2 devant et 2 derrière. Avant de passer au test ultra complet, je vais d'abord vous donner les caractéristiques de ce robot. Déjà, le gros point fort de ce robot, vous le savez, c'est ses 4 roues motrices. Les roues arrière ont des gros crampons, comme vous le voyez, et c'est un caoutchouc qui est relativement souple. Sur le devant, on a ces fameuses roues qui peuvent tourner latéralement. Elles sont également dans la même matière que les roues arrière, dans un caoutchouc un petit peu souple. La particularité des Luba 4 roues motrices, c'est qu'ils ont cette fameuse barre stabilisatrice sur le devant. Alors j'aime pas trop appeler ça une suspension, même si on a un ressort ici d'amortissement. C'est simplement pour que le robot, quand il y a des imperfections sur le terrain, puisse garder les 4 roues au sol. Vous voyez, je peux soulever la roue avant gauche, les 3 autres roues restent en contact avec le sol. Ça lui permet de garder la motricité sur les 3 autres roues. Et on voit bien ici le fonctionnement de cette barre stabilisatrice qui lui permet de basculer de gauche à droite en fonction des imperfections du terrain. On a ici une poignée en revêtement caoutchouc également, de manière à attraper le robot lorsque vous le déplacez. Sur le dessus ici, on a 4 boutons, un bouton de mise en route, je reste appuyé pour allumer le robot, on a un bouton start, on a un bouton retour à la base et on a un bouton démarrage de la tonte. Ce que vous venez d'entendre, c'est le son de démarrage du robot. Et ici le bouton d'arrêt d'urgence avec sa clé de sécurité ici qui vous permet d'intervenir en toute sécurité sur le robot si par exemple vous remplacez les lames. Ici on a le capteur de pluie, quand de l'eau vient remplir ici le petit trou, ça crée un courant entre les deux contacts ici et c'est comme ça que le robot détecte la pluie. Sur l'arrière, c'est là qu'on a l'antenne GPS du robot. Surtout, ne collez pas d'autocollant, ne mettez rien sur cette partie. On a une navigation RTK et le gros avantage chez MaMotion, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'antenne RTK. Vous pouvez utiliser uniquement le robot et sa station de base. On en reparlera plus tard. L'UltraSense AI Vision, grâce à ces 2 caméras, lui procure une vision en 3D. Ça lui permet une cartographie automatique de votre jardin. Ça permet aussi de détecter les obstacles et ça améliore la précision de la navigation RTK dans des zones où le signal RTK est très faible. Il y a aussi un phare LED qui s'allume automatiquement lorsque la luminosité n'est pas suffisante. Et s'il n'a pas vu un obstacle avec sa caméra, il y a son pare-choc avec un capteur ultra sensible. Il est possible de commander ce robot à la voix avec Alexa ou Google Home. Il y a un système anti-vol intégré au robot. Dès qu'il s'éloigne de sa zone de tonte, vous recevez une alerte push sur votre smartphone et vous pouvez le localiser précisément grâce à sa puce GPS intégrée. Ceci à condition évidemment d'avoir configuré le robot en 4G. Et il est possible aussi d'ajouter un AirTag sur ce robot pour le protéger en cas de vol. À l'arrière, il y a une batterie lithium facile à remplacer et je vous montre ça tout de suite. La batterie se trouve ici. Pour y accéder, on a 4 vis. On utilise le tournevis fourni côté Torx. Pensez à bien éteindre le robot en restant appuyé sur le bouton Power et éventuellement retirer la clé de sécurité. Voilà, la batterie est très simple à sortir, à remplacer. Ici, c'est le modèle 600 m². On a une batterie de 4,5 Ah. Le modèle 1500 m² a une plus grosse batterie. Donc, si vous voulez, vous pourrez très bien changer cette batterie par le modèle supérieur. Le disque de coupe d'une largeur de 20 cm est équipé de 6 lames et il est réglable entre 20 et 65 mm directement dans l'application.
Les 6 lames qui équipent ce robot, ça lui permet tout simplement de tondre à une vitesse plus élevée jusqu'à 0,6 mètres par seconde. Lorsque le robot est mal garé, vous avez une fonction warning, ça évite qu'il se fasse rentrer dedans par les autres. Le robot s'est incliné. Ouais, bah tais-toi maintenant. Il y a une application smartphone complète pour personnaliser les tontes de ce robot, ce qui va lui donner un fonctionnement totalement automatique. Vous ne vous occupez de rien et vous profitez de votre temps libre. C'est lui qui va s'occuper de votre pelouse totalement automatiquement, j'en ai marre des bestioles, et vous n'aurez rien à faire, à part vous relaxer. Et l'application vous permettra de vous connecter sur votre robot où que vous soyez dans le monde entier. Comme ça, vous partez en vacances tranquille. Et c'est même aussi l'idéal si vous avez une maison de campagne. Vous le mettez dans votre maison de campagne et il fait le travail tout seul, et quand vous arrivez, c'est déjà tondu. Allez, la vidéo va être très longue, je vous mets un sommaire en bas pour vous repérer, et on passe tout de suite aux différents tests. La navigation de ce Luba Mini, c'est la navigation RTK que je vous ai présentée l'année dernière avec le Luba 2. Pour ça, le robot, il a une antenne GPS intégrée dans le robot qui lui permet de savoir exactement où il est. Mais comme le GPS n'est pas assez précis, le GPS a une précision d'environ 3 à 5 mètres, ce qui est vraiment pas assez précis pour un robot tondeuse, vous l'avez compris, eh bien il faut une antenne de référence, donc une antenne RTK. Alors on peut se passer de cette antenne, et ça c'est la nouveauté chez Mamotion cette année, c'est que maintenant vous avez le système iNavi qui peut s'appeler aussi Net RTK, c'est la même chose. Dans ce cas-là, vous n'avez plus d'antenne RTK à poser dans le jardin, et la station de référence, en fait, c'est une triangulation par le réseau 4G. Pour ça, évidemment, il faut payer un abonnement. Vous avez 1 an gratuit, je crois, quand vous achetez le robot, et ensuite, ça coûte environ 50 € par an pour conserver cet abonnement 4G qui vous permet le positionnement iNavi. On fait le choix du mode de positionnement dans l'application, vous le verrez tout à l'heure. Si vous souhaitez utiliser l'antenne RTK, évidemment, c'est toujours possible. Donc, elle est livrée en plusieurs éléments. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a une alimentation spécifique pour cette antenne RTK. Vous n'êtes pas obligé de l'installer. Vous pouvez vous brancher directement sur la base. Je vous montrerai juste après. Et il existe aussi en option un panneau solaire pour l'antenne RTK, comme ça c'est super écologique, économique, puisque vous ne payez pas le courant, et en plus vous pourrez la mettre n'importe où. Donc c'est ce câble qu'on va aller brancher soit sur l'alimentation déportée, soit directement sur la base sans l'alimentation. On a une antenne qui vient se visser en dessous de l'antenne RTK. Cette antenne, c'est ce qui va permettre au robot de communiquer avec l'antenne RTK pour améliorer sa précision. Ensuite, on a différentes possibilités pour fixer l'antenne. Déjà, on va mettre cette partie qu'on va visser directement sous l'antenne. Ensuite, vous pouvez directement mettre ça ici. Et vous allez, par exemple, pouvoir la poser soit sur un toit, comme ça, ou soit sur un mur. Mais dans ce cas-là, si c'est sur un mur, eh bien, il vaut mieux déporter l'antenne plus loin. Dans ce cas-là, on va rajouter la rallonge. Je remets ça ici. Là, vous aurez l'antenne qui sera beaucoup plus déportée par rapport au mur. Et puis, la dernière solution, c'est de la visser par terre, si vous avez une surface dure. Alors, on peut la visser ici pour qu'elle ne bouge plus. On peut soit la visser par terre, ou soit, si vous voulez la planter dans le jardin, vous rajoutez ça. Et là, vous avez un pic, vous allez pouvoir piquer dans la terre. Voilà, j'ai positionné l'antenne RTK ici, proche de la base du robot. Du coup, je l'ai branché directement sur la base. Voilà, à l'arrière de la base, on a le câble de l'antenne RTK ici. Et puis on a le câble d'alimentation de la base qui part d'ici directement vers le secteur. Je ne me suis pas forcément mis au meilleur endroit ici. Vous voyez que je suis près d'un buisson, donc il y a toute une zone où il ne pourra pas capter les satellites. Par contre, j'ai quand même un 3/4 de zone ici qui est dégagée vers le ciel pour aller capter correctement les satellites. Donc ça ne devrait pas poser de problème. C'est là que je fais actuellement tous mes tests d'antenne de robot RTK. On va regarder maintenant dans l'application comment on peut configurer ça. Donc là, sur mon application, j'ai déjà installé mon robot. Je vais vous montrer comment on installe l'antenne RTK. Le principe pour installer le robot, c'est exactement le même. Je fais glisser, je clique sur Ajouter et automatiquement, mon antenne RTK est reconnue parce que je suis connecté en Bluetooth. Donc je clique sur plus à droite de la ligne de l'antenne RTK. Maintenant, je dois connecter cette antenne RTK à mon réseau Wi-Fi. Je clique sur Rejoindre. Ajout réussi. Voilà, je suis sur mon antenne RTK. Je vais aller voir dans les paramètres s'il n'y a pas une mise à jour. Voilà, il y a un petit point rouge, donc je pense qu'il faut faire une mise à jour. Donc bien évidemment, je lance la mise à jour. Ouais, il fait froid, il y a du vent. Voilà, la mise à jour est terminée. Donc là, elle est en train de redémarrer suite à la mise à jour. Et pour choisir si vous allez utiliser l'antenne RTK ou le réseau Net RTK iNavi, c'est pas ici qu'il faut le faire parce qu'il manque l'option iNavi ici. Donc en fait, il faut aller sur le robot, dans les paramètres, vous descendez sur Positioning Mode. Et là, je suis sur iNavi Service. Pour utiliser l'antenne RTK, il faut cliquer sur Antenne Data Link. Donc là, il parle de modifier le code d'appairage RTK. Donc c'est un code, j'imagine, qui doit être sous l'antenne. Bon, là, j'y touche pas. Voilà, l'installation a réussi et sur cette page, je peux vérifier le niveau de réception à la fois de l'antenne et du robot.
Et là, en l'occurrence, on voit que tout est au vert. Le système POS, le système de positionnement, il est au vert, il est sur bien. Luminosité, c'est bien parce qu'on a une caméra sur le robot. Au niveau des satellites, on a beaucoup de satellites. Alors, j'arrive pas à voir sans mes lunettes, 25, 36. Donc, qualité de signal bien pour le robot R et bien pour la base B. Donc tout est parfait. Donc moi, ça fait déjà plusieurs jours que j'utilise le robot sans l'antenne RTK. Avec le Inavi, ça fonctionnait parfaitement bien. Je vais voir maintenant s'il y a une différence avec cette antenne RTK, si c'est mieux, si c'est moins bien, si c'est pareil. Je vous dirai ça en conclusion. Pour installer la station de base, c'est vraiment ultra simple. Vous posez la station au sol. Vous avez des vis de terre, ici des vis en plastique à visser dans le sol. Il y a une clé qui est fournie. Vous avez votre base ici. Alors ce que je regrette sur cette base, c'est que vous voyez, il y a des ouvertures un petit peu partout, ce qui fait que l'herbe pousse à travers. Alors je vous conseille pour éviter ça, de mettre, comme j'ai fait sous mes panneaux solaires, un film géotextile qui évitera l'herbe de pousser sous la base si vous posez la base sur de l'herbe. L'arrière de la base, elle est connectée ici au secteur. Vous avez un voyant ici qui clignote quand le robot est en charge. Ce voyant est allumé en permanence. Si ça vous gêne la nuit, vous mettrez un scotch par-dessus. Je crois qu'on ne peut pas l'éteindre. Le robot est un petit peu sale parce qu'il a pris la pluie. On a ce voyant qui est également allumé en permanence sur le robot ici. C'est l'indicateur de niveau de batterie. Donc là, il est à 4 sur 4. Si ces lumières vous gênent la nuit, hop, un scotch et c'est terminé. La seule chose qu'on peut désactiver dans l'application, c'est la lumière rouge qui se trouve ici à l'arrière du robot. Pour ça, il faut aller dans les paramètres. Vous avez un paramètre qui s'appelle LED latéral. Voilà. Vous éteignez ou pas cette lumière. Si vous la laissez allumée, ça va rester allumé comme ça toute la nuit. Alors moi, j'ai décidé de la désactiver puisque quand il y a du soleil, de toute façon, on la voit quasiment pas. On la voyait beaucoup plus sur le Luba 2 première génération. Alors je dis première génération parce que j'ai pas testé le dernier Luba 2. En tout cas, pas encore. Et cette station de base, vous allez choisir de la positionner dans un environnement assez dégagé. Je parle de la station ici, pas de l'antenne RTK, on en a déjà parlé. Il faut qu'à cet endroit-là, le robot capte assez de satellites pour pouvoir se positionner. Si vous mettez ce robot, je sais pas, contre un mur, en bas d'un mur, peut-être qu'il n'aura pas assez de satellites. Ici, moi j'ai ma pergola qui est au-dessus, pourtant elle est en tôle. Ça va quand même, puisqu'il est dégagé sur 3/4 de terrain ici. Et évidemment, voilà, c'est complètement dégagé. Donc c'est peut-être pas évident, dans certains cas, de trouver le bon emplacement. Moi, c'est pas du tout là que je mets habituellement mes robots. C'est dans un côté de la maison où il y a très très peu de réception GPS. Et on reparlera de cette zone justement problématique tout à l'heure. Après avoir installé l'application MaMotion, il faudra ajouter le robot à l'application, il faudra cliquer sur plus. À ce moment-là, le robot sera automatiquement détecté en haut de l'écran, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour l'ajouter. Et ensuite, il faudra simplement configurer la connexion Wi-Fi. Ensuite, il faudra faire la mise à jour logicielle du robot qui vous sera proposée par l'application. Ensuite, il faut aller dans les paramètres pour choisir le mode de positionnement. Alors, Inavi ou NetRTK, ce sera pour le positionnement sans antenne RTK, par le réseau 4G. Et puis, si vous avez l'antenne RTK, il faudra choisir antenne par data link. Moi, j'ai choisi Inavi, je clique sur 4G. Et tout de suite, cette page s'ouvre qui montre les connexions réseau. Et là, il faut un certain temps pour que le robot et la base captent tous les satellites. On voit le nombre de satellites qui augmente progressivement. Et voilà, ça passe au vert, le POS passe au vert, tout va bien. Ensuite, il faut faire la cartographie. Vous cliquez sur définir une carte. Vous avez quelques conseils pour le positionnement de l'antenne RTK et de la base. Il y a deux possibilités de cartographie, la cartographie manuelle et puis la cartographie automatique grâce aux caméras du robot. J'ai choisi la cartographie manuelle. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo plus précisément comment on fait une carte et comment on modifie une zone. Donc j'ai fait tout le tour de mon terrain en commandant le robot manuellement, ça m'a permis de dessiner la carte. Je vous conseille de ne pas faire comme ça, mais de faire zone par zone. Moi je pensais faire une très très grande zone, l'intégralité du terrain et la diviser après, sauf qu'il est impossible avec l'application de séparer des zones, on en reparlera plus tard. La création d'une zone interdite se fait exactement de la même façon, on positionne le robot au bord de la zone interdite et on en fait le tour. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fait qu'une seule grande zone que je ne peux plus séparer. Donc j'ai dû refaire entièrement cette cartographie et refaire les zones une par une, de manière à obtenir mon terrain avec mes 3 zones. Alors si vous n'avez pas envie de refaire toute votre cartographie pour séparer simplement une zone, je vais vous donner tout de suite une astuce. L'astuce, c'est de refaire les contours de la zone. Donc je vais refaire les contours de cette zone 3 pour éliminer toute la partie qui se trouve au-dessus du robot. Donc pour ça, je clique sur le bouton carte en bas à droite, ça me passe automatiquement en mode paysage. Et là, je vais faire sur modifier, zone 3, je clique sur les 3 petits points, je fais modifier. Et là, je vais amener mon robot à l'endroit où je veux commencer à modifier ma zone. Voilà, donc ma zone, j'ai envie de la couper à ce niveau-là. Donc je mets mon robot sur la limite, hop, je clique sur la petite flèche noire en bas. Et là, je passe en mode édition de zone. Et là, je vais créer la modification de limite. Donc, au lieu d'aller continuer de faire toute la limite, je vais couper ma limite ici. Donc, j'emmène mon robot sur la droite et je coupe ma zone. Voilà. J'ai atteint un autre point de limite. Je fais aperçu.
Là, je vois en vert ma future zone. Je clique sur terminer. Et là, ça m'a bien supprimé la partie supérieure. Et là, du coup, je vais être obligé de la refaire puisque je ne pouvais pas supprimer ma zone en 2 zones. Donc, je suis obligé de refaire ma nouvelle zone qui sera une zone 4. Donc là, je reviens en arrière. Je clique sur créer une zone. Et là, je commence à cartographier ma nouvelle zone. Pour ça, il faut que je me mette à un point en dehors de la zone 3, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, je suis un petit peu plus haut que la zone 3. Vous voyez, je ne touche pas la zone. Et là, je fais commencer à cartographier une zone. Donc, il y a une méthode manuelle, une méthode automatique. Bon là, vu la complexité de la chose, on ne va pas passer en automatique tout de suite. On va la faire en manuel. De toute façon, moi, je fais toujours mes cartographies en manuel. Ça vous permet d'avoir beaucoup plus de précision, hein, notamment quand vous avez des endroits où vous avez de l'herbe, pas de l'herbe. Vous faites passer vraiment le robot où vous voulez. Donc, je clique sur manuel. Voilà. Et là, je vais faire ma nouvelle zone. Et je vous conseille, quand vous faites une cartographie, de ne pas régler la vitesse trop rapide comme je viens de le faire, parce que déjà, il y aura moins de précision à la cartographie, et puis ce sera plus difficile à manœuvrer. Donc là, si vous mettez 0,4, c'est beaucoup mieux. Comme ça, le robot ne se déplace pas trop vite. Vous avez le temps de passer exactement là où vous voulez. Et c'est pareil, la direction gauche-droite est beaucoup plus précise quand vous avez moins de vitesse. Vous voyez, là, je suis à la vitesse maximum. C'est quand même mieux gérable. Voilà, quand j'ai fait le tour de ma limite, c'est automatique, on me demande d'enregistrer la carte. Et voilà, j'ai créé une zone 4 et vous voyez qu'on peut créer des zones en chevauchement l'une sur l'autre. Et quand vous créez des zones en chevauchement, eh bien elles ne se fusionnent pas automatiquement comme certaines autres marques qui peuvent le faire. Là, vous avez vraiment la possibilité de faire des zones en chevauchement. C'est vraiment pratique de faire comme ça, je trouve. Et maintenant, je vais vous montrer la modification d'une zone. Pour ça, on va aller se rapprocher du panneau solaire. Alors la modification que je veux faire, c'est que je veux ajouter cette partie-là à ma zone existante. Et là, c'est le challenge aussi parce que c'est une zone assez étroite, vous voyez, notamment la plaque d'égout qui se trouve au fond là-bas. Je ne fais jamais aller mes robots au fond parce qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour, c'est trop étroit. Mais j'ai bien envie de tester la chose avec ce Luba Mini. Attention, expérience. Donc là, je vais cliquer sur modifier, je vais cliquer sur ma zone 4, modifier, robot près du périmètre, j'avance un petit peu, je clique sur la flèche noire. Et là, on va aller essayer de faire cette zone. Là, je passe bien à cheval. J'emmène pas trop à gauche sous la haie, c'est volontaire. Je veux faire un passage vraiment étroit. Là, demi-tour. Alors, on n'a pas de possibilité de revenir en arrière quand on s'est trompé. Là, c'est juste la chose que je reproche sur cette application de cartographie. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà, j'ai fait ma modification de zone, je suis désolé, je ne vais pas zoomer sur l'écran maintenant, vous la voyez mieux. J'ai rajouté voilà, cette partie derrière le panneau solaire. Maintenant, je fais aperçu et je termine. Et bien maintenant, on va tester ça, on va voir s'il est capable de faire la limite correctement. Allez, c'est le moment de vérité. Il fait les contours. Est-ce qu'il va réussir à faire cette zone étroite, à faire demi-tour? Il passe exactement là où je suis passé tout à l'heure au niveau de la cartographie. Ça, c'est une zone que je fais en manuel habituellement. Et là, lui, il me l'a fait en automatique. Et ça, c'est bien. Bon, alors évidemment, son plateau de coupe étant vraiment en position centrale, hein, il peut difficilement faire les bords correctement ici, hein, vous le comprendrez bien. On n'est pas sur un robot aspirateur là. Mais il a fait demi-tour vraiment dans ce petit chemin étroit. Et c'est une première. On peut lui décerner une coupe. Le premier robot à faire les passages étroits correctement. Et ça, c'est grâce à ces 4 roues motrices qui permettent de le faire pivoter vraiment sur lui-même quasiment. Alors ici, je ne sais pas pourquoi le robot, il prend trop large à ce niveau-là. J'ai refait la cartographie plusieurs fois. Et à chaque fois, il s'éloigne du panneau solaire, là où il y a le morceau de carrelage. Je ne sais pas si c'est le carrelage qui le dérange ou pas. Ah ben voilà, et ben donc vous avez vu comment on remodifie une cartographie et comment on fait un passage étroit. J'ai pas mesuré la largeur ici, mais considérez que j'ai à peu près, je sais pas, 70-80 cm. Mais vous avez vu hein, comme il est capable de faire des demi-tours sur lui-même. Je pense qu'on est vraiment capable là de faire des tontes dans des endroits très étroits. Je vais vous montrer maintenant comment on supprime une zone. Je clique sur carte, je fais modifier, ensuite je clique sur ma zone, je clique sur la petite poubelle, supprimer la zone, hop, ça y est, j'ai plus de zone 4. On va refaire cette zone et puis je vais vous montrer la cartographie automatique. En tout cas, on va tester, parce que ça c'est une fonction dont je ne me sers jamais. On va quand même tester, voir s'il est capable de suivre les panneaux solaires, de suivre la bordure ici. On va voir. Donc je vais faire maintenant créer une nouvelle zone, créer une zone, hop, j'ai compris, oui je sais comment ça marche, merci. Et puis je vais commencer ici. Donc mon robot est déjà au bon endroit, commencer à cartographier. Je vais lancer directement la cartographie automatique. On va voir s'il part correctement. Hop, et c'est parti, démarrer. Là déjà c'est pas bon, il essaie de monter sur le panneau solaire.
Vous le verrez peut-être pas de loin, je vais vous expliquer. Il a gardé une marge de sécurité de 30 cm par rapport au mur. On va voir s'il contourne le panneau solaire et s'il essaye pas de monter dessus. Il prend large, hein, il prend très large. Attention, il se rapproche, il ne l'a pas touché, il est arrivé à 3 cm. Il n'a pas fait très droit ici, c'est pour ça que c'est toujours mieux de faire en manuel. Vous voyez qu'il zigzague un petit peu là. Il est entre 0 et 20 cm. Voilà, il ne sait pas trop ce qu'il fait, il ne sait pas trop aller droit à ce niveau-là. Un angle fermé, on va voir comment il gère. Là, je suis désolé, je savais pas que c'était pas dans le cadre. Il a tourné parfaitement, hein. Son pare-choc est passé à ras du muret à gauche. Voilà, par contre, on est à 25 cm hein, de la bordure. C'est beaucoup trop. Voilà, et ça prouve bien que les cartographies automatiques sur les robots, c'est bien, mais il vaut mieux quand même faire sa cartographie manuelle pour avoir beaucoup plus de précision. Alors justement, en parlant de précision, on va regarder s'il est capable de faire correctement les bords après une cartographie manuelle faite correctement. Là, on va le regarder faire les contours sur cette zone assez complexe. Donc ça, c'est bien, c'est là que j'étais passé. Alors attention, là, il y a un virage à 90 degrés angle droit gauche dans une grande descente. Et c'est ce qui pose problème à tous mes robots 2 roues motrices. En tout cas, ceux qui suivent par un contournement par la gauche, c'est qu'à la descente, ils dérapent avec leur roue arrière, ils se mettent en travers. Et là, lui, ce Luba Mini, il descend parfaitement, hein. Parfaite adhérence. Là, j'étais passé un poil plus à gauche en chevauchement. Là, on a une montée de pente à 35%. Juste avant, c'était une descente à 42%. C'est vraiment ce qui fait le point fort de ce robot, hein. Je l'adore vraiment pour ça. En tout cas, j'adore tous les Luba. Il a suivi correctement, mais là, il se met un petit peu trop à gauche. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire. Je pense qu'à cause du mur, il a une mauvaise réception. Et donc, du coup, il perd un petit peu de la précision au niveau de son positionnement. Vous voyez qu'il s'en sort quand même superbement. Alors ici aussi, vous voyez qu'il n'y a plus d'herbe, hein, parce que tous mes robots 2 roues motrices sont tout labourés ici, parce qu'on est en légère pente, donc un léger dévers dans le virage. Ici, je l'ai passé, vous allez voir, à ras des barrières. Là, il passe vraiment à ras. Je ne suis pas passé aussi près, hein, mais voilà, il y arrive quand même. Et là, on a un dévers. Il est assez important, on ne le voit pas trop, mais on a un vrai dévers ici, plus une montée derrière. Et là, il est à ras des barrières, il frotte, mais ça ne le dérange absolument pas. Avec mes robots 2 roues motrices, je suis obligé de passer vraiment très large ici, sinon il se bloque et il ne reparte plus. Alors lui, rien ne lui fait peur, hein. Il passe vraiment à ras de ma limite, là où je l'avais fait, hein. Il va peut-être buter un peu l'antenne parce qu'elle n'y était pas quand j'ai fait la cartographie, je l'ai mis après, c'est normal. C'est l'antenne RTK que j'ai rajouté ici. Voilà, il a terminé son tour. En tout cas, la zone s'arrête ici, donc il va repartir vers la gauche. Alors là, on ne le voit pas, mais il y a un petit fossé ici. Donc ici, il n'y a pas trop de hauteur, mais plus on avance et plus on a de la hauteur. Donc s'il met les roues dans le fossé, en fait, il frotte un peu son disque de lame. Mais comme c'est un 4x4, hein, un 4 roues motrices, il s'en sort. Alors je ne sais pas s'il va me le faire là aujourd'hui, s'il va bien suivre pile la limite, parce que je l'ai mis vraiment à ras, justement pour vérifier la précision de la navigation. Bon là il est peut-être un poil à droite, un poil trop à droite de 4 cm. Alors voyons les haies, parce que les haies, moi je les fais passer un petit peu sous les haies, hein, parce que moi je veux que ça tonde le plus loin possible, même si c'est de la mauvaise herbe, ce sera toujours ça de moins à faire au rotophile. Là il s'est mis un petit peu trop sous la haie, mais finalement il y arrive. C'est vraiment sa force, hein, comparé au Luba 2 que j'avais testé l'année dernière, qui allait se mettre carrément sous les haies. Lui il suit correctement. Je vais essayer de me mettre là pour vous montrer où il est par rapport aux haies. Ouais, il est vraiment en dessous de la haie, donc en fait son antenne GPS ne capte plus grand chose à ce niveau-là. D'ailleurs, il est en train de se mettre un petit peu trop sous la haie. Voyons s'il va rectifier. Eh oui, il a rectifié. C'est parfait. Alors là, il est carrément sous la haie, hein. Je ne l'avais pas mis autant. Je l'avais mis genre 5 ou 10 cm plus à droite, mais bon, il passe, hein. Et moi, ça m'arrange. Plus il va loin, et mieux c'est. Sur cette cartographie, je lui avais demandé de s'arrêter au niveau du film géotextile blanc, de le passer à cheval à droite vers le panneau solaire, mais en fait, il a fait une petite erreur. Oh là, par contre, tu vas où là? Alors là, il est allé trop loin, hein. Il est allé beaucoup trop loin. Il devait passer devant là. Alors voyons s'il est intelligent, voyons s'il rectifie le tir, s'il arrive à savoir qu'il s'est délocalisé. Ça va être compliqué, je pense là, hein. De toute façon, il va considérer le panneau de solaire comme un obstacle et puis il le contourne. Évidemment, voilà, ça c'est grâce à sa caméra. Oh là, par contre, t'es trop loin là. T'es beaucoup trop loin, tu devais passer à ras du panneau, hein. Alors là, il a repris sa trajectoire normale. Alors ça, c'est un angle, du moins c'est un cul-de-sac. Alors tous mes robots n'y vont pas, il y en a certains qui évitent, qui ne vont pas jusqu'au mur. Lui, il va bien jusqu'au mur, parce que comme il a un petit gabarit, il peut se permettre de faire demi-tour dans un espace très étroit.
Là par contre il aurait dû faire l'angle correctement, il l'a pas fait. Alors ça, c'est l'effet Bonaldi, habituellement il passe correctement ce cul-de-sac, et là, aujourd'hui, il a pas voulu. Alors vas-y, monte pas sur mon panneau quand même. Ah, il est super précis, et là je pense que là, ça se joue avec la caméra forcément. Parce que je pense qu'il était un peu décalé au niveau de sa localisation. Je ne l'ai pas fait passer là, quand j'ai fait la cartographie, je l'ai fait passer à 10 cm du panneau. Vous voyez comme il peut tourner vraiment très court. Hein. Et mes autres robots, ils coupent en fait beaucoup plus large. Hein. Ils ne veulent pas aller se perdre dans ce coin, c'est un angle fermé. Là. Alors là, voyons. Là, je l'ai fait passer à ras. C'est volontaire, c'était le test. Et il respecte, hein. Il est vraiment à ras. Ah, pour les angles, il est parfait. Hein. Vous avez vu cette technique pour aller bien faire le fond de l'angle. Voilà, il a terminé son premier tour périmétrique. Alors, plus ou moins bien avec succès. En fait, j'avais fait la cartographie en mode Inavi, et là, j'ai voulu tester avec l'antenne RTK, et c'est peut-être ça qu'il a un petit peu dépositionné à certains endroits. Parce que, habituellement et de manière générale, il se débrouillait un petit peu mieux sur ce périmètre. Voici la zone tant redoutée par mes robots à navigation RTK. Très peu de réception ici, et puis ici c'est un petit peu moyen avec la haie ici qui est vraiment très haute. Beaucoup de robots ont échoué ici, voyons ce qui se passe avec ce Luba Mini AWD. Donc là je lui ai demandé de faire les 3 tours périmétriques, donc il est censé faire son premier tour au plus près des limites. Et là on voit qu'il n'est pas du tout près de la limite. Il est même plutôt genre 50 ou 60 cm trop à droite de la limite à gauche. Et quand il ralentit, c'est qu'il a des problèmes de réception GPS. Et là, ça ne m'étonnerait pas, puisque là, on est vraiment au pire endroit, avec le grand mur très haut à droite, la haie à gauche. Derrière, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a aussi un mur, c'est un cabanon en béton, celui de mon voisin. Et aujourd'hui, c'est une très mauvaise journée en réception RTK. J'ai constaté ça avec d'autres robots RTK que je suis en train de tester en même temps en parallèle. Je crois que c'est la pire journée que j'ai jamais eue. Je galère vraiment énormément aujourd'hui avec cette zone. Et c'est pour ça que je vous fais la vidéo le jour le plus galère. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas passé vraiment très proche de la limite. En fait, ce qui se passe, c'est que sur cette zone, quand les robots, pas que celui-là d'ailleurs, hein, pas que cette marque-là, à chaque fois qu'ils passent là, les robots, eh bien leur position réelle, elle est décalée. C'est-à-dire que quand ils sont à droite, à la limite là, eh bien sur la carte, ça indique qu'ils sont au milieu. Donc c'est vraiment mauvais ici, et ça se décale toujours dans le même sens, c'est vraiment bizarre. Alors ici, il n'a pas une très mauvaise réception, mais elle n'est pas super bonne non plus. Malgré tout, il arrive quand même à suivre ma limite correctement, puisqu'elle est bien là, ma limite. Mais quand on le voit hésiter, hein, c'est qu'il y a une mauvaise réception. Bon là c'est vraiment ce que j'avais fait. Donc pour le coup on est pas mal. En fait quand le robot est à peu près au milieu ça va à peu près. Hein, mais c'est dès qu'il va se rapprocher d'un bord où c'est horrible. Et là il prend son temps parce que la réception doit être très mauvaise. Bon là il a touché le poteau. Normalement il doit passer plus large. Ce qui prouve bien qu'il doit être décalé un petit peu quelque part. Alors là par contre c'est là que j'étais passé. Vous voyez son mouvement d'avant en arrière quand il fait les coins, ça c'est pas mal parce que ça lui permet vraiment d'aller au fond des coins et il cède un petit peu de son pare-choc. Bon là il est encore un peu loin de la limite, d'ailleurs il n'arrive même pas à rouler droit. Hein. Voilà, bon là on est 30 cm, non, 20 cm trop à droite par rapport à ce que j'avais fait lors de ma cartographie. Et pour être franc avec vous, hein, hier il faisait très très beau, grand soleil, donc ciel très dégagé. Et ça fonctionnait beaucoup mieux que ça. Donc c'est vraiment important la météo hein, avec le RTK, c'est surtout dans les zones où il y a une mauvaise réception. Et pendant qu'il commence son deuxième tour, je vais vous montrer le ciel. Hein. Alors est-ce que vous allez pouvoir le voir correctement? Vous voyez pas mal de nuages, hein, c'est vraiment bouché. Alors c'est pas des nuages de pluie, hein, mais il y a des nuages quand même. Et apparemment ça suffit à perturber la réception GPS de ces petits robots. Donc là il fait son deuxième tour, donc il est censé le faire un petit peu plus loin que le premier tour, mais comme le premier tour il l'a raté, est-ce qu'il va suivre son tour raté ou est-ce qu'il va suivre sa théorie? Et je pense qu'il suit sa théorie puisque là il le suit plutôt pas mal. Donc là pour un deuxième tour, là on est pas mal, c'est bien la position du deuxième tour. Voilà, pour un deuxième tour, là on est pas mal. Bon, je ne vais pas le laisser faire le troisième tour, hein, ce sera pareil évidemment. Alors maintenant, petite conclusion, hein, sur cette zone à réception RTK difficile, eh bien jusqu'à maintenant, il fonctionnait bien ce robot et aujourd'hui il a vraiment beaucoup de mal. Mais malgré le fait qu'il a beaucoup de mal, on voit quand même qu'il arrive à faire son travail plus ou moins correctement. Il ne va pas se coincer sous les haies, il ne va pas se bloquer à certains endroits, il ne va pas sortir de sa limite. Donc c'est plutôt positif.
Et c'est surtout très positif par rapport aux autres robots que je suis en train de tester en ce moment et qui sont aussi à navigation RTK. Eh bien, ce Luba Mini AWD, eh bien, c'est le meilleur. C'est le meilleur aujourd'hui, puisque j'ai testé les robots aujourd'hui en mauvaise réception, avec un mauvais ciel. Et honnêtement, c'est vraiment le meilleur à se débrouiller aujourd'hui sur cette zone difficile en réception GPS RTK. Alors je vous montre pas évidemment le centre, hein, il va le faire correctement, hein. Ça de ce côté-là il n'y a pas de souci, quand il est au centre il capte à peu près bien le GPS. Le plus compliqué eh bien, évidemment c'est les bords. Allez, on va lancer une tonte complète de cette zone, je vais vous la passer en accéléré. Donc je clique sur la tondeuse, on va mettre la carte pour vous dans le bon sens, hein, pour que vous puissiez suivre à l'écran correctement le déplacement de la tondeuse. Je vais cliquer sur tondre, je vais choisir la zone 3, c'est la zone qui se trouve ici. Vous voyez qu'il y a 2 cercles jaunes, ce sont 2 zones interdites. J'ai semé de la pelouse ici puisque j'ai arraché un arbre, et également de l'autre côté, vous verrez il y a un pot de fleurs, donc c'est un autre arbre qui a été arraché. J'ai semé aussi un petit peu de pelouse, donc voilà 2 zones interdites que le robot doit éviter. Je confirme, l'application m'indique que j'ai un total de 150 mètres carrés à tondre avec un temps estimé de 116 minutes. Donc là je vais changer les réglages, je clique sur par défaut, je vais régler la hauteur de coupe ici à 35, on peut descendre, vous voyez, jusqu'à 20 mm et on peut monter jusqu'à 65. Alors je veux 35, voilà. La vitesse, on va le faire au plus vite. L'angle de trajectoire, alors là il est très compliqué de régler cet angle, donc j'y suis allé par tâtonnement. À chaque fois vous changez l'angle, vous allez regarder la carte, il indique les lignes. Et moi ce que je veux c'est avoir des parallèles comme ça. Ensuite je clique sur plus et là j'ai d'autres paramètres. J'ai la trajectoire en zigzag, donc tout ce que je veux ici c'est des parallèles, je veux pas de passage croisé. Le mode de détection d'obstacles j'ai réglé sur standard. Alors on a des pissenlits qui sont assez hauts, je pense que ça devrait quand même passer. Tonte de zone interdite, oui je l'ai activé puisque je veux pas qu'il aille sur les zones interdites. Et progression du démarrage, il est à 0%, ça veut dire qu'il commence sa tonte dès le début. On peut décider chez Mamotion de commencer la tonte à un certain moment, par exemple à 50%. Je connais pas trop l'intérêt de ce paramètre. Allez, donc je vais lancer la tonte, maintenant que les paramétrages sont faits. Vous voyez qu'il a ajusté le temps de tonte, il est redescendu à 71 minutes. Et donc là, je clique sur démarrer. Des vérifications s'effectuent, tout est au vert, on peut donc lancer la tonte. Débuter le travail. Le robot quitte sa base et puis il va procéder par ligne parallèle. Pour ce test, j'ai utilisé le NetRTK, la fonction Inavi, c'est-à-dire que je n'ai pas d'antenne RTK, j'ai uniquement le robot qui est connecté à la 4G pour se positionner. On voit déjà bien la différence entre la zone tondue à droite et la zone non tondue à gauche. Et là, il est en train de faire le contour de la zone interdite. Il le fait pendant son travail, il ne le fait pas à la fin. C'est vraiment étonnant. Je pensais qu'il allait attendre la fin pour faire les bords. Eh bien non, là, il est en train de faire le contour de la zone interdite puisqu'il se trouvait à proximité pendant qu'il est en train de tondre. Ça, c'est vraiment intelligent. Quand il fait les bords ou quand il fait le contour d'une zone interdite, il fait toujours 3 tours. Et on le voit bien ici sur la carte. Là, il lui reste 2 traits, vous voyez, en bas de la zone. Il lui reste encore la fin du 2e tour et un 3e tour. Je pense que 3 tours c'est un petit peu beaucoup, 1 tour voire 2 tours c'était quand même largement suffisant. Écoutons maintenant le bruit de son déplacement et de sa tonte. Là je m'étais mis à 50 cm, vous voyez qu'il ne fait pas énormément de bruit. Quand il s'approche des limites, il ralentit pour aller vraiment au plus près et au plus loin au niveau de la limite. Ça y est, il a terminé. Maintenant, il va faire les bords. Là, on va regarder à quelle distance il passe des bords. Moi, j'étais passé plus sous la haie, mais j'ai l'impression qu'en fait, il se sert de sa caméra pour déterminer à quel endroit il y a de la pelouse, à quel endroit il n'y en a pas. Et donc, il laisse ses roues gauche à ras en fait de la pelouse. Il ne cherche pas forcément à aller plus loin, sauf ici. Bah là, il a l'air d'aller plus sous la haie. Voilà, c'est là que j'étais passé lorsque j'ai fait la cartographie. Il est vraiment très précautionneux quand il fait les bords, hein. Il ne fait pas ça à vitesse maximum, vous voyez qu'il prend son temps. Et là, je pense qu'il a perdu sa localisation. Son pare-choc est là pour le rappeler à l'ordre. Donc
Donc là, ça c'est l'endroit le plus difficile pour lui, parce qu'il est au pied de la haie. Vous voyez, la haie est quand même assez haute. Donc il a une haie des deux côtés. Il n'a qu'en fait un quart de ciel pour se localiser, puisqu'il a en fait une antenne GPS sur le robot. C'est pas l'antenne RTK ni la position 4G là, qui sert, c'est vraiment son antenne GPS intégrée. Vous voyez qu'il s'en est quand même sorti. Le Luba 2 l'année dernière avait plus de problèmes. J'ai l'impression que lui, ça va un peu mieux, même si là, il passe un peu trop à gauche. On entend les branches qui s'accrochent sur sa carrosserie. Heureusement que je l'ai bien protégé. Alors même s'il ne suit pas parfaitement la limite que je lui avais définie, justement sous la haie, je trouve que vraiment il la respecte pas mal quand même. En tout cas, comparé au Luba 2 l'année dernière, il y a vraiment eu du progrès dans le logiciel d'Emamotion et des progrès aussi au niveau de la localisation quand il y a une très mauvaise réception GPS, puisque là c'est le cas. Donc je pense que maintenant il y a des puces GPS qui sont bien plus performantes sur ces nouveaux robots. Voilà, là il prend plus de vitesse parce que je l'ai fait passer plus loin de la haie. Donc là il n'a pas d'obstacle, donc il peut y aller franco. Par contre là il s'est décalé trop 10 cm sur la gauche puisque j'ai une légère tranchée sur le côté gauche. Donc là il est un peu embêté, il faudrait qu'il revienne plus à droite. Là il est trop à gauche, il est d'une largeur de roue trop à gauche. Et en fait, il est entraîné vers la tranchée. Voilà, il a repris sa ligne plus ou moins. Non, il insiste encore. Non, là, il est parti trop à gauche. Là, il est 15 cm trop à gauche de la limite que j'avais fait au départ. Donc là, il part vers la droite, puisque c'est la fin de la zone. La zone s'arrête ici, et c'est normal. Alors, voyons à quelle distance il va passer de mon panneau solaire. Là, le risque, c'est pas qu'il abîme le panneau, c'est plutôt que lui, il vienne se rayer contre le cadre métallique. Et là, il est un poil trop à gauche. Et je pense qu'il a vu l'obstacle, et c'est pour ça qu'il s'en écarte. Voyons ça. Et bien voilà, ça c'est exactement la distance à laquelle j'étais passé quand j'ai fait ma cartographie. J'avais pris 10 cm de marge, au cas où il y a un léger décalage, et j'ai bien fait. Là on est vraiment pile à la bonne distance. Ici il va contourner une station de base d'un robot concurrent. Le test sera à venir très bientôt sur la chaîne. Ah, j'étais passé là, exactement. J'étais passé un peu moins près quand même, mais bon voilà, c'est pour ça qu'il faut bien laisser une marge de 10 cm quand vous faites votre cartographie. Là, il touche un poil le mur, vous voyez que son pare-choc est très efficace. Pour ça, c'est vraiment bien d'avoir mis un pare-choc avec des capteurs, un peu comme sur un aspirateur robot. C'est une très bonne idée. Et là, j'ai été passé un poil plus à gauche. Là, on est un petit peu trop à droite. On a 5 à 10 cm trop à droite de la limite que j'ai définie au départ. Voilà, le tour est terminé, il va continuer. Et donc, il va faire ces 3 tours, 3 tours périmétriques, comme il a fait au niveau des zones interdites. Et donc, maintenant, on va regarder le résultat de son travail. Donc, on voit bien ces lignes parallèles dans la pelouse. On voit bien les traces des lignes parallèles. Les zones interdites ont été parfaitement évitées, exactement là où j'avais fait la limite. Donc ça, c'est parfait. Au niveau de la précision, il faut dire que là, il a la meilleure précision possible, puisqu'il a le ciel au-dessus. Donc là, pour le coup, la réception GPS était très bonne à cet endroit-là. Et pour ce qui est de la tonte, c'est du parfait. Il n'y a aucune parallèle de loupé. Tout a été tondu parfaitement au niveau de cette surface. Voilà, quand on se met là, on voit bien ces lignes parallèles. La zone interdite ici qui a bien été évitée. C'est du parfait, il n'y a rien à dire. Et là, il est en train de faire son deuxième tour périmétrique. Vous voyez qu'il passe encore assez proche de la haie. Donc au final, quand on a une très mauvaise réception, comme c'est le cas ici, puisque j'ai un mur ici à gauche, on considère ça comme un mur, c'est pas mal en fait qu'il fasse 3 tours périmétriques comme ça. Il va bien passer partout et bien faire la limite. Par contre, évidemment, ça prend plus de temps. Et puisqu'on parle de temps, on va regarder sur l'application le temps qu'il a mis. Il a mis 103 minutes, et il lui reste 5 minutes. Donc ça fait 1h40, alors qu'il y avait 71 minutes annoncées au départ. Donc il avait mal estimé le temps de tonte au départ, je pense, parce qu'il n'avait pas calculé le temps qu'il allait perdre avec les zones interdites. Et là, au niveau autonomie de batterie, vous voyez qu'il me reste 34% de batterie, et qu'il a tondu 150 mètres carrés, avec à peu près donc 65% de batterie, qui est vraiment une très bonne autonomie, comparé aux robots concurrents. Sur cette zone, j'ai certains robots concurrents qui n'arrivent pas à finir la zone avant de tomber en panne de batterie. Et comme il lui restait de la batterie, je l'ai renvoyé tondre une autre zone, ce qui fait qu'au total, il a pu tondre 171 mètres carrés en 2h10, en étant réglé sur un déplacement rapide à 0,6 mètres par seconde. Et le temps de charge est d'environ 2 heures. Au niveau consommation électrique, la charge de la batterie se fait à 90 watts, et lorsque la batterie est chargée, la base consomme 11 watts, vous rajoutez 2 watts si vous branchez l'antenne RTK, et vous rajoutez encore 2 watts si vous choisissez d'activer les lumières LED du robot. Je vais vous montrer quelques gros plans en action du Luba Mini AWD.
Vous entendez qu'il est vraiment très silencieux. Là, il fait son demi-tour devant la zone interdite et vous voyez qu'il fait son virage multipoint. Il fait des mouvements en avant, des mouvements en arrière, plusieurs pour faire demi-tour. Il ne fait pas un demi-tour sur lui-même. Ça permet d'être plus respectueux de la pelouse et de ne pas arracher la pelouse. De ce côté-là, on a une pente à 42%. Là, on ne voit pas dessus quand même. Et de ce côté-là, à 35%. Mais il est capable de monter beaucoup plus. Malheureusement, je n'ai pas plus chez moi. Mais c'est vraiment un robot tout-terrain, quel que soit le degré de pente. Alors j'exagère en disant ça, mais honnêtement, vous n'allez pas avoir des jardins avec des pentes verticales. Mais il est capable de passer vraiment partout. Et voilà, une pente à 42%. Il se permet même de s'arrêter dans la pente pour repartir. Voilà, bah non, il va faire demi-tour, c'est même encore mieux, voilà. Sans déraper, il ne dérape absolument pas, il ne dérape jamais. Ses roues arrière sont dans une matière caoutchoutée, ce qui fait qu'il a un énorme grip, hein, même lorsque le terrain est glissant. C'est vraiment impressionnant, Mamotion a vraiment bien travaillé sur ce robot. On sait qu'il arrive à gérer parfaitement les descentes dans les pentes, mais s'il faut freiner, est-ce qu'il en est capable? Vous avez vu cette précision, vous avez vu ce grip, vous avez vu cette motricité, il est fabuleux. Il n'y a pas réellement de mode vidéosurveillance sur ce robot, mais par contre vous avez le mode FPV, le mode First Person View. Vous mettez à la place de la caméra du robot, vous appuyez sur FPV et vous allez pouvoir visualiser votre robot soit en train de tondre, soit stationné sur sa base. Par contre, l'inconvénient c'est que vous ne pouvez pas déplacer vous-même le robot. Vous pouvez le surveiller quand vous êtes connecté en 4G, en dehors de chez vous, quand vous êtes au travail par exemple, quand vous êtes parti en vacances et que vous voulez surveiller que votre robot travaille bien. Vous allez pouvoir voir ce qu'il fait, mais par contre on ne peut pas le diriger à distance si on n'est pas connecté en Bluetooth. C'est pour des questions de sécurité, c'est comme ça pour tous les robots. Et sa caméra lui sert aussi à faire la cartographie automatique et à détecter les obstacles. Allez, on va tester maintenant la détection d'objets et d'obstacles du Luba Mini AWD dès qu'il aura fait demi-tour. Je vais lui mettre légèrement sur le côté le ballon. Déjà à 1 mètre de distance, il a commencé à ralentir. Il prend à peu près 50 cm de distance pour le contourner. Ben voilà, contournement parfait évidemment. Ça c'était du facile. Ballon plus petit maintenant, que je mets là aussi sur le côté. Encore une fois, il ralentit à 1 mètre du ballon pour le contourner. Alors j'ai réglé la détection d'obstacles sur sensible, hein. Donc c'est le plus sensible. Bon, ça c'est bon. Je lui complique les choses avec ce tuyau d'arrosage mis là aussi un petit peu sur le côté. Voilà, bah là il ne l'a pas vu carrément. On va voir s'il le voit au retour. Bon là tu as largement le temps de le voir, hein. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais, si, il l'a vu maintenant. Peut-être qu'il n'était pas assez long hein, pour que son intelligence artificielle puisse déterminer que c'était un tuyau. On va les remettre par là. Alors c'est un peu dommage, il a bien ralenti, il a vu qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais il a continué d'avancer dessus. Peut-être que mon tuyau est trop court hein, et que du coup, il ne sait pas trop ce que c'est, peut-être qu'il pense que c'est une branche. Allez, mon petit hérisson, même si la journée c'est rare de trouver des hérissons. Alors ça peut être un hérisson, ça peut être un caillou, hein. Là je l'ai mis un petit peu sur le côté aussi. Ah bah ça y est, à 1 mètre il l'a vu. Il prend vraiment ses distances hein, par rapport aux obstacles. Oui bon c'est un peu dommage, c'est que en fait il repère les obstacles mais il fonce dessus quand même. Donc c'est un petit peu bizarre comme méthode de fonctionnement. Alors par contre, ce qui m'intéresse de savoir c'est est-ce qu'il va me rouler sur les pieds ou pas. T'as pas pris beaucoup de distance là, hein? Fais gaffe quand même. Ça passe vraiment près ce coup-là. Hein. Peut-être qu'il fait exprès. On va le laisser revenir. Voilà, il a pris plus de distance, c'est bien. Donc pas de risque, hein, si vous avez votre chat, votre chien qui dort dans le jardin, on pourra le contourner facilement. Allez, c'est bon. Allez, maintenant on va tester la tonte manuelle avec le soleil dans les yeux, ça j'adore. Donc je vais laisser des herbes hautes, un tout petit peu hautes. On va voir s'il est capable de couper ça correctement. Et l'avantage c'est qu'avec sa petite taille, il peut vraiment se faufiler partout. Alors déjà ce que je vais faire, c'est que je vais régler la vitesse de déplacement. Je vais la mettre au minimum, hein, puisque là j'ai besoin de précision, j'ai pas besoin qu'il s'en aille rapidement. Il faut activer la tonte, donc je clique sur le bouton rouge, j'accepte. Je mets en route le plateau de coupe.
On entend le plateau qui tourne et c'est parti pour une tonte manuelle. Alors on va essayer de ne pas râper le mur, ce serait dommage. Alors là, ça va être dur. Hein. Alors à quelle hauteur je me suis mis, j'ai pas regardé. Est-ce qu'on peut régler la hauteur de coupe? Bah oui, elle est là, la hauteur de coupe. Donc la vitesse, je vais la réduire ici. La hauteur de coupe, non, pas 20, non. 40, ce sera pas mal à cet endroit-là. J'attends qu'il règle son plateau, voilà, c'est fait, on a un petit message à l'écran. Alors je relance le moteur de coupe, hop. Et je recule. Waouh, voilà, déjà rien qu'en un passage, il a été super efficace. Allez, je vais essayer de passer plus près du mur. En vitesse lente comme ça donne vraiment une bonne précision, que ce soit pour l'avance-recul et puis aussi pour la direction gauche-droite. C'est vraiment ultra précis quand on se met en vitesse lente. Alors ça, si c'est pas de la précision, je m'y connais pas. Allez, on repasse un coup au milieu. Bon bah voilà, une tonte super efficace, vous avez vu, malgré une hauteur d'herbe en fait très importante. Donc ça prouve que si vous avez en début de saison beaucoup d'herbe haute, vous pourrez le faire passer. Évidemment, il faudra désactiver la détection d'obstacles parce que lui, il va évidemment s'arrêter avec des herbes de ce type-là. Regardez ce qu'il a coupé, la longueur, c'est impressionnant. Alors évidemment, sur les bords, il s'arrête à 15 cm. J'ai mesuré la distance entre la coupe et le bord du rebot. On a exactement 12 cm. Donc on est vite à 20 voire 30 cm de pelouse non tondue si le robot passe à 20 cm de la limite. C'est un petit peu beaucoup et c'est vraiment le point négatif de ce robot. Il y aurait largement la place de faire un plateau de coupe beaucoup plus grand. On a ici la place de gagner au moins 3 ou 4 cm avant que ça vienne toucher le bord ici. J'espère qu'on pourra trouver des plateaux de remplacement qui soient plus grands. Là, on constate que mes lames, il y en a certaines qui commencent à se bloquer, et notamment celle-ci. C'est la première fois que ça m'arrive, une lame bloquée dans le sens inverse de la coupe. Hop. Voilà, pour la débloquer, c'est super simple, on enlève ce qu'il y a derrière, et voilà, c'est reparti pour un tour. Et je m'en étais pas aperçu, ça fait sûrement longtemps qu'elle est comme ça, mais ça l'empêchait pas de fonctionner correctement. Pour enlever le plateau de coupe, c'est tout simple, vous enlevez les 3 vis là, et vous pouvez enlever le plateau de coupe. Et là, on voit que lors de ma tonte manuelle, j'avais des grandes herbes, et elles sont venues s'enrouler ici, derrière l'axe. Alors, j'avais pas de message d'erreur, j'avais rien, mais par contre, voilà, il faudra éviter du coup de faire ce que j'ai fait, des très grandes herbes, c'est pas très bon, donc voilà, couper plutôt de l'herbe normale plutôt que de faire ça. Voilà, bon, malgré tout, vous voyez, ça se nettoie super facilement. Alors, j'ai voulu mettre un plateau de coupe d'un robot concurrent. Le problème, c'est que c'est pas la même forme ici. Vous voyez, là, c'était rond, là, c'est hexagonal. Donc ça, c'est le plateau d'origine. J'ai essayé avec un autre robot, c'était encore pas pareil. Donc, je pense qu'on peut trouver quand même des plateaux de coupe plus grands avec une forme ronde ici, voilà, tel que c'est là. Voilà, je vous le mets à l'écran. Comme ça, vous verrez comment c'est. Et si jamais vous trouvez un plateau de coupe plus grand avec le même type de fixation ici, et ça peut être sympa du coup de changer ce plateau pour en mettre un plus grand puisqu'on a la place, ça passe. J'ai utilisé ce robot pendant plusieurs jours. Il n'est pas très sale, on a quelques traces d'herbe effectivement partout autour, mais on n'a pas d'endroit où l'herbe est restée se stocker et restée coincée. La lame, elle est utilisée que d'un seul côté. Vous voyez, ce côté est propre, ce côté est sale. Et ça, l'avantage, c'est que les lames, vous pouvez les utiliser 4 fois. Au lieu de changer vos lames, vous les dévissez, vous les retournez dans un sens, et puis vous pouvez même utiliser le deuxième trou pour utiliser les 2 autres côtés de la lame. Donc ça, c'est génial. Une lame vous sert presque finalement pour 4 saisons, parce que moi, je change mes lames qu'une fois par saison. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'herbe, donc si vous avez beaucoup plus d'herbe, peut-être que vous les changerez plus souvent. Mais une fois par saison, déjà, pour moi, c'était suffisant. Alors là, si on peut les retourner 4 fois, c'est royal. Alors je crois que c'est le seul robot avec lequel je peux faire ça. Vous montrer le réglage de la hauteur de coupe pendant qu'il est soulevé. Donc là, on a une hauteur de coupe de 20 mm. Vous voyez que le plateau, il est le plus bas possible. Et on va monter le plateau au maximum. Voilà, et donc je trouve dommage que le plateau de coupe ne soit pas plus grand parce que même monté au maximum, on a encore la place, vous voyez ici, de passer avec les lames. Il y avait encore un petit peu de distance. Là aussi, on a pas mal de distance. Là, on n'est pas limité par la distance puisque là, ça passe au-dessus. Donc un plateau de coupe plus large, ça pourrait être sympa quand même. Si on soulève le robot pendant son travail, Le robot s'est incliné. le disque de coupe s'arrête.
Voici donc l'application MaMotion. Alors je vais vous montrer tout de suite comment on peut localiser le robot avec l'antenne GPS qui se trouve dedans et grâce également à la 4G. Il faut cliquer sur Moi en bas à droite et ensuite on clique sur Trouver mon appareil. Et là, je ne vais pas évidemment vous montrer mon adresse précise, mais on voit la position exacte de l'appareil sur la carte de France. Et si je zoome, je pourrais voir exactement au mètre près l'endroit où il se trouve. On peut activer une notification d'emplacement, c'est-à-dire que lorsque le robot quitte la zone de tonte, vous êtes averti. Et puis il y a un enregistreur d'emplacement. Ici, vous avez l'historique de toutes les positions du robot s'il se déplace. Donc vous êtes assuré de retrouver votre robot si on vous l'a volé, à condition que la personne ne l'ait pas éteint, évidemment. Donc là, je vous conseille aussi d'ajouter un AirTag pour plus de sécurité. C'est là aussi qu'on peut configurer Alexa et Google Home pour commander le robot à la voix. Dans Service, on trouve des tutos, de l'aide, du manuel utilisateur, le support, etc. Et dans Appareil, c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'on a notre robot. Sur cet écran principal, si je glisse vers la gauche, je vais trouver mon antenne RTK qui actuellement est débranchée et mon robot qui se trouve là. J'ai déjà des programmations qui sont faites. Si je clique sur Tâches désactivées en bas à droite, je vais retrouver toutes mes tâches, donc toutes les programmations que j'ai faites, elles sont désactivées parce que j'aime bien les lancer manuellement. Alors déjà, je vais vous montrer comment on peut en supprimer une. Il suffit de cliquer sur les 3 petits points et on peut cliquer sur Supprimer. Voilà, je peux supprimer une programmation. Donc là, j'ai 4 programmations. J'ai le tout 55 mm rapide. Et ben, ça fait toutes mes zones à une hauteur de 55 mm à vitesse 0,6 m par seconde. Donc zone 1, zone 2, zone 3, tous les jours de la semaine. Elle est désactivée. Si je veux l'activer, je clique dessus tout simplement et je peux l'activer comme ça ici. Et dans ce cas-là, tous les jours à 10 h du matin, puisque c'est comme ça que je l'ai configuré, on peut aller voir les réglages dans Programme. Voilà, j'ai mis tous les jours à 10 h du matin. Il me fait mes 3 zones avec certains paramètres de réglage que j'ai mis ici. Donc la hauteur de coupe, la vitesse et l'angle de coupe de trajectoire qu'on peut ajuster pour chaque zone. Vous pouvez mettre optimal et dans ce cas-là, il met la ligne parallèle dans le sens de la plus grande longueur. Vous pouvez personnaliser et là c'est un peu embêtant parce que vous ne voyez pas exactement sur la carte où se trouve la diagonale. Donc vous êtes obligé de faire à chaque fois un aperçu, de revenir sur la carte, de voir dans quel sens est la coupe. Voilà, vous voyez que maintenant elle est un petit peu de travers. Et si vous voulez la mettre vraiment en droite, il faut y aller petit à petit, il faut changer les valeurs une par une. Ça, je trouve que c'est vraiment très mal fait. Il faut vraiment que MaMotion travaille là-dessus. C'était déjà comme ça l'année dernière. C'est vraiment pas pratique. Il faudrait qu'on puisse graphiquement voir l'angle de tonte qu'on veut mettre. Parce que là, on voit rien, on n'a pas de carte, on a juste une indication. Il faudrait qu'on puisse voir ça directement en temps réel sur la carte. Les concurrents le font, il faut vraiment que MaMotion fasse pareil. Aléatoire, évidemment, ça va donner un sens aléatoire à la tonte. Moi, je me mets sur optimal, c'est ce qui me convient le mieux. Comme autre réglage, on a aussi la trajectoire en zigzag, ou alors la trajectoire en quadrillage, c'est-à-dire qu'il va passer une fois dans un sens et une autre fois à 90 degrés, ou sinon le zigzag adaptatif, il va découper le terrain en plusieurs zones et faire toujours chaque petite zone dans le sens de la plus grande longueur. Et on peut aussi choisir de ne tondre que le périmètre uniquement. Ça a été ajouté aujourd'hui dans la toute dernière mise à jour. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça me manquait vraiment pour faire mes tests. Maintenant qu'ils l'ont ajouté, trop tard, mes tests sont déjà faits. Ensuite, tondage du périmètre. Alors, tondage, c'est pas français comme mot, c'est tonte. Donc, il faudra dire aux gens qui font les traductions pour MaMotion qu'ils fassent ça correctement déjà. Donc, la tonte du périmètre, on peut l'activer ou la désactiver. On peut aussi activer la tonte du périmètre de la zone interdite. Donc si on ne souhaite pas que les zones interdites soient tondues au niveau du périmètre, on peut désactiver ça. On peut choisir l'ordre de la tonte, et ça c'est tout nouveau aussi, c'est sorti aujourd'hui. On peut choisir de faire d'abord le périmètre, ou alors de faire d'abord l'intérieur et ensuite le périmètre. Et progression du démarrage, ça je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Vous ajoutez une progression de démarrage, vous regardez sur la carte et vous apercevez que le robot, il commence à tondre, voilà, il commence à tondre ici, là où il y a le point noir. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir de commencer à tondre à partir d'un certain pourcentage, mais bon voilà, la fonction existe, elle est là. Et alors pourquoi j'ai pas activé toutes mes programmations? Eh bien parce que j'aime bien les lancer manuellement. J'aime bien me dire, tiens, aujourd'hui, je vais tondre la zone 1. Donc je clique sur zone 1, et puis je vais faire simplement exécuter maintenant. Et dans ce cas-là, le robot va tondre directement la zone 1 avec les paramètres que j'ai déjà programmés, que j'ai déjà pré-réglés. Si je n'avais pas fait ça, eh bien j'aurais été obligé de rentrer dans le robot ici, de cliquer sur tondre, de choisir ma zone 1, de confirmer, de vérifier les paramètres, d'aller aussi voir tous ces paramètres-là s'ils me correspondent. Je suis pas obligé de faire ça. Du coup, je passe par mon raccourci, je fais zone 1 et je fais exécuter maintenant. Et puis si vous cliquez sur le gros bouton démarrer, ça va simplement lancer la tonte globale de tout votre terrain. Allez, on va rentrer dans le robot et voir les autres paramètres maintenant. On peut la faire tourner, la zoomer exactement comme on veut, ça c'est plutôt sympa. Et si vous avez perdu votre carte, vous y cliquez sur le petit point à droite, le petit point
Alors, il est là, le pli-point, hop, on clique dessus et on récupère notre carte. Juste au-dessus, le petit bouton avec un éclair, c'est pour renvoyer le robot à sa station de base. Bon, là, actuellement, il y est déjà. La petite cloche en haut à gauche, c'est pour voir toutes les dernières notifications qu'il y a eu. Alors, j'ai pas mal de messages d'erreur parce qu'il y a eu une mise à jour qui était mal passée et puis du coup, j'arrivais plus à refaire la connexion, mais maintenant, c'est réglé. Le bouton en bas à gauche, je vous ai montré que c'était pour commencer une tonte. Vous allez paramétrer exactement ce que vous voulez comme type de tonte. Le bouton manuel, c'est pour faire une tonte manuelle. Je vous ai montré déjà ça tout à l'heure. Dans Activité, c'est là qu'on retrouve toutes les programmations que je vous ai montrées juste avant. Dans Carte, c'est là qu'on va faire toutes les modifications de carte, la création de zones interdites, la création de chemins entre deux zones. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais bon, c'est vraiment super simple. Si vous avez par exemple deux zones de tonte séparées par du goudron, vous allez pouvoir créer un chemin entre ces deux zones. Vous pouvez aussi créer des motifs, faire des dessins sur la pelouse. Bon, ça, je ne vous l'ai pas montré non plus. Tout en haut de cet écran principal, on retrouve la connexion Bluetooth. Si elle est noire, ça veut dire que je suis connecté en Bluetooth. On retrouve le niveau de connexion Wi-Fi. Vous voyez que j'ai pas beaucoup de Wi-Fi là où est positionnée la base. On retrouve le niveau de réception 4G. Le bouton POS, c'est pour voir les niveaux de réception à la fois donc du Bluetooth. On voit que c'est entre bien et faible. On voit la 4G là qui est à 3/4. On voit le Wi-Fi qui est à 2/4. On voit le niveau de batterie, et puis toute la partie POS, là c'est vraiment le positionnement des satellites du robot. On voit le nombre de satellites, R c'est pour robot et B c'est pour base. Donc R28, il y en a 28 pour le robot, et puis base 1, 54, base 2, 50, le CL1, CL2, ça je sais pas trop ce que c'est. La qualité de signal, c'est surtout ça qui est important, on a robot bien et base bien, ça veut dire que tout va bien. Là, je suis actuellement réglé en mode de net RTK, je vous ai parlé tout à l'heure de ça. Le signal, on peut choisir de se connecter en 4G ou en Wi-Fi. Là, je devrais être connecté en 4G, je sais pas pourquoi ça a changé, voilà, je me connecte en 4G parce que j'ai pas du Wi-Fi partout dans mon terrain. Par contre, pour ça, il faut avoir activé l'abonnement 4G qui est offert sur un an, je crois, lorsque vous achetez le robot. Et là, on voit que mon abonnement se termine le 1er janvier 2026. Et tout en bas, on voit si ma caméra a une bonne vision, sur bien, donc statut positionnement visuel, et si la luminosité ambiante est bonne aussi, puisqu'il y a une caméra, il faut une bonne luminosité. On va aller voir maintenant dans les paramètres, c'est tout en haut à droite à l'espèce de panneau stop. On voit les informations de l'appareil avec numéro de série, version, c'est là que vous ferez les mises à jour si besoin. De toute façon, vous avez un gros écran qui arrive quand il y a une mise à jour à faire. Les paramètres du réseau, ça c'est pour changer votre réseau Wi-Fi. Enregistrement de tâches, alors ça c'est toutes les tâches de tonte qui ont été effectuées. Et là, je regrette vraiment qu'on ne sache pas quelle zone on a tondu et surtout qu'on n'ait pas la carte de cette zone tondue pour voir si elle a été tondue correctement partout. À ma connaissance, c'est la seule marque Mamotion qui n'affiche pas les cartes. En tout cas, sur le Luba Mini, je me souviens plus comment c'était sur le Luba 2. Mais en tout cas, là, sur le Luba Mini, on n'a pas les cartes et c'est vraiment dommage. Télécharger les journaux, ça sert si vous avez un problème avec le robot et que vous êtes en contact avec le support. Ensuite, plus bas, on a réglage du robot et réglage application. Donc là, application, on n'a pas grand-chose. On a juste le type de carte. On peut mettre soit un type de carte par défaut ou une carte satellite. L'unité métrique, la vitesse en commande manuelle, ça on peut le changer un petit peu partout dans l'application. Donc on revient sur les paramètres du robot. Fonctionnement manuel, c'est la même chose que le bouton bleu qu'on a sur la carte. C'est pour faire une tonte manuelle. Pas de tonte les jours de pluie, on a un capteur de pluie sur le robot. Donc le robot retourne à sa base s'il se met à pleuvoir. Alors par contre, je ne sais pas au bout de combien de temps il va repartir tondre. Il n'y a pas d'indication là-dessus. On peut juste désactiver ou activer la fonction. Le mode de demi-tour, il y a deux types de virages, le virage multipoint et le mode zéro virage. Et le virage multipoint, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui traumatise moins la pelouse puisque le robot tourne en plusieurs fois, donc il ne va pas arracher la pelouse à chaque fois en bout de ligne droite lorsqu'il fait son demi-tour. Le mode de recharge, le robot peut retourner se charger directement en coupant la zone en diagonale, ou alors il peut suivre les bords. Le mieux, c'est quand même qu'il prenne le chemin le plus court, ça vous évitera d'avoir des traces de roue le long des bords tout le temps. Mode de sécurité pour la faune, ça c'est surtout si vous utilisez le robot de nuit, vous pouvez choisir une vitesse de sécurité pour les opérations de tonte nocturne, ou carrément interdire une tonte nocturne. La LED latérale, je vous l'ai montré tout à l'heure. L'éclairage automatique, ça c'est le phare LED qui va s'allumer automatiquement dès que la caméra aura besoin de luminosité, qu'elle n'en a pas assez. On peut activer une période sans tonte, c'est-à-dire une période horaire pendant laquelle vous ne souhaitez pas que le robot puisse aller tondre si vous êtes en mode programmation. On peut supprimer la carte entièrement ici. On peut choisir le mode de positionnement ici, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et le bouton repositionner la station de charge, si vous avez déplacé votre station de charge, vous cliquez ici pour confirmer le nouvel emplacement. Et dans paramètres vocaux, vous allez choisir une voix d'homme ou une voix de femme pour le robot. Et voilà, on a fait le tour de cette application. Vous voyez qu'elle est quand même assez complète, même s'il manque certaines petites fonctionnalités, comme je vous ai dit, qui seraient bien pratiques, et notamment la séparation de zones, comme je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas séparer une zone directement à partir de l'application. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire chevaucher les zones, comme vous voyez ici. Ça, c'est vraiment pas mal.
Je ne sais pas encore quel robot je vais garder cette année pour mes tontes personnelles, mais ce qui est sûr, c'est que ce Luba Mini AWD a pris une grande avance sur tous les autres après les quelques semaines que j'ai passées à le tester. Il y a deux versions, je vous mets les prix de ces versions en description. Et maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce robot, en commençant par les points négatifs, qui pour la plupart pourront vraiment être améliorés très facilement par Mamotion. Déjà, le RTK, même s'il est bien meilleur que l'année dernière lors de mes tests du Luba 2, il est encore un petit peu problématique dans ma zone où j'ai vraiment une très mauvaise réception RTK. Mais j'ai constaté que dans cette zone, il y a des jours où c'est très mauvais, et c'est ce que vous avez vu dans la vidéo. C'était le jour, je crois, le plus mauvais. Et puis d'autres jours où, comme là maintenant, il y a du soleil, enfin en tout cas il y avait du soleil puisque là on est le soir, et où ça va beaucoup mieux. Je l'ai encore refait tout à l'heure, et ben, il m'a fait le contour correctement. Donc c'est encore l'effet Bonaldi, quand je filme, ça fonctionne pas. Donc c'est vraiment important déjà de faire votre cartographie quand vous avez un beau ciel bleu bien dégagé. J'ai trouvé aussi que les fonctionnalités dans l'application étaient un petit peu plus réduites que ce qu'on avait l'année dernière dans le Luba 2, et j'imagine que cette année aussi pour le Luba 2X, eh ben, l'application doit peut-être être un petit peu plus étoffée. Mais bon, à part le fait qu'on ne puisse pas diviser une zone en deux et puis que l'angle de tonte soit très difficile à régler, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai pu faire tout ce que je voulais finalement avec cette application. Mais bon, la chose à améliorer d'urgence par Mamotion, puisque c'était déjà le cas l'année dernière, c'est le réglage de cet angle de tonte. Tous les autres concurrents permettent de régler l'angle de tonte avec une prévisualisation graphique du résultat. Je ne comprends pas pourquoi Mamotion ne le fait encore pas, tous les autres le font. Je regrette aussi que le plateau de coupe soit un peu petit, sachant qu'il y a largement la place de mettre un plateau de coupe plus grand, et franchement ça n'augmenterait pas de beaucoup le prix du robot, alors qu'on ne vienne pas me parler de sécurité, puisque le Luba 2, lui, il va bien plus près du bord, il suffirait de mettre un petit pare-choc ici sur le côté pour éviter que les gens y passent la main, et c'est réglé. Donc si vous êtes bricoleur et que vous avez trouvé une solution pour remplacer ce plateau de coupe par un plateau de coupe plus grand, eh ben je suis preneur, indiquez-moi ça dans les commentaires. Dernier point négatif, et ça concerne encore l'application, dans l'historique des tontes, on ne voit pas quelle zone a été tondue, et on ne voit pas non plus la carte de la zone tondue pour savoir si le robot est bien passé partout, et ça c'est vraiment dommage. Allez, on passe maintenant au positif avec la détection d'obstacles qui est plus ou moins bonne, et on a vu tout à l'heure quand même qu'il loupait certaines choses, mais ça permet quand même d'éviter le maximum de choses. Avoir équipé le robot d'un phare LED, ça c'est très bien, comme ça à la tombée de la nuit, quand la caméra n'y voit plus très clair, eh bien, elle peut allumer son phare LED pour avoir un éclairage complémentaire, de manière à éviter les obstacles et à mieux se diriger. Le RTK, on l'a vu, il a été amélioré, le robot ne va plus se cacher sous les haies comme le faisait le Luba 2, le robot arrive à finir ses tontes correctement sans se bloquer, contrairement au Luba 2 qui finissait bloqué sous les haies. Donc ça c'est vraiment très bien, je pense que les puces RTK ont été améliorées avec des nouvelles générations, ce qui permet un bien meilleur positionnement. Le RTK reste vraiment assez précis, quand il y a notamment une bonne réception, on peut arriver jusqu'à peu près 5 cm de précision de localisation. Et ça, que ce soit avec ou sans l'antenne RTK. Parce que ce robot peut fonctionner sans antenne RTK, avec le système qui s'appelait anciennement Inavi, qui s'appelle maintenant NetRTK. Le robot se positionne avec une triangulation avec la 4G, en complément de son antenne GPS intégrée. Alors j'ai pas pu le tester assez longtemps pour vraiment déterminer si c'est plus précis avec ou sans l'antenne RTK. Je vais continuer mes tests, et si j'arrive à mettre en avant un avantage de l'un par rapport à l'autre, eh bien je vous ferai une petite vidéo short. Alors à noter que si vous voulez utiliser constamment le NetRTK, il faudra prendre l'abonnement 4G qui coûte environ 50 € par an chez Mamotion. Mais le gros point positif de ce robot, évidemment, c'est ses 4 roues motrices, avec ses roues avant, vous voyez, avec des petites roulettes sur les côtés, qui lui permet de se tourner très facilement, et surtout de bien pivoter dans les angles. Il fait des demi-tours dans les espaces très courts, vous l'avez vu tout à l'heure. Ces 4 roues motrices ne dérapent jamais, il est vraiment très respectueux de la pelouse, contrairement à tous les robots que j'ai testés cette année qui m'ont vraiment labouré le terrain dans les pentes. Donc si aujourd'hui je dois choisir un robot pour tondre ma pelouse, eh bien ce sera de toute façon un 4 roues motrices, parce que pour moi c'est quasi obligatoire, et le Luba Mini répond quasiment à 100% à ça, hormis le petit problème de réception RTK dans ma zone problématique, mais il y a quand même vraiment eu du progrès de ce côté-là. Je vais bientôt tester un autre modèle de chez Mamotion, et d'autres marques de robots également. En attendant, si vous voulez voir mes autres tests de robots tondeuses, je vous mets ici la playlist, cliquez dessus et on se retrouve là-bas tout de suite. Débutez le chargement. Ah, tu t'en vas? Bon, ça tombe bien, c'est fini. Salut!